Anaïs Fléché, Lamia Walalou et moi-même. Et donc, on alterne à l'animation. Aujourd'hui, c'est une animation très masculine. Mais à la prochaine séance, ce seront nos deux collègues qui animeront sur l'Amazonie autour des enjeux de la COP30 de Belém. Alors, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à une question qui est évidemment au cœur de l'actualité latino-américaine, à savoir la Bolivie, à la suite du scrutin qui a eu lieu le 17 août dernier, qui était à la fois un scrutin présidentiel et qui était également un scrutin législatif, et où le MAS, Movimiento al Socialismo, qui était au pouvoir presque continuellement, avec une petite parenthèse sur laquelle on reviendra depuis 2006, ne figure pas au second tour qui aura lieu le 19 octobre. Donc c'est la fin d'un cycle, c'est sans doute la fin d'un cycle, on va en parler. Et on va en parler avec deux invités qui sont à la fois des grands spécialistes et surtout aussi des grands connaisseurs du terrain bolivien, puisqu'ils y travaillent respectivement depuis 30 et 25 ans, hein, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas tout à fait. Donc Françoise Martinez, historienne, professeure à Sorbonne Université, auteur notamment, alors j'ai pas pris leur dernière publication, j'ai pris leur plus grosse publication à chacun, ce sont des auteurs assez prolixes. Donc Françoise Martinez, auteur notamment en 2010 dans une très bonne maison d'édition, hein, les éditions de l'IHEL, d'un ouvrage intitulé « Régénérer la race, politique éducative en Bolivie, 1898-1920 ». Et à ses côtés, Franck Poupeau, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire du Centre de recherche et de documentation des Amériques, et qui est encore plus prolixe que Françoise, puisque cet ouvrage de près de 700 pages, qui date de 2021, Altiplano, fragment d'une révolution Bolivie 1999-2019, est aujourd'hui une véritable référence sur les années de présidence d'Evo Morales. Il s'avère que tous deux ont co-coordonné aussi, il y a quelques années, un numéro de la revue Cahiers des Amériques latines sur justement la Bolivie d'Evo Morales. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Christophe, je te lance la parole pour lancer la discussion qu'on va essayer d'organiser en deux temps. D'abord, une réflexion un peu plus conjoncturelle sur les élections, les résultats, comment interpréter ce qui s'est passé, et puis un second temps où on essaiera de dresser un bilan d'une vingtaine d'années de gouvernement du MAS et de comprendre aussi le basculement qui a lieu actuellement. À toi, Christophe. Merci beaucoup Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour certains et de vous faire votre connaissance ce soir pour d'autres. Comme disait Olivier, je me joins à ce que disait Olivier, on est vraiment ravis d'avoir installé ce rendez-vous à la Maison d'Amérique latine désormais tous les mois et d'avoir un public qui est de plus en plus nombreux et en tout cas fidèle. Et donc on vous remercie beaucoup pour cela. C'est une belle récompense pour tout le travail qui a été fait autour de ce projet de TALAC. Alors oui, on va démarrer un peu directement sur les aspects conjoncturels, hein, sur le contexte électoral qui nous intéresse comme point de départ pour cette réflexion sur la situation en Bolivie. Peut-être rappeler 2-3 éléments un peu factuels pour qu'on ait le contexte tous ensemble. Alors évidemment, nous parlons là aujourd'hui dans la perspective du second tour, hein, de ces élections présidentielles qui vont se dérouler le 19 octobre, ça a été dit, et qui, disons, proposeront en finale, si je puis dire, 2 candidats issus de la droite bolivienne, à commencer par Rodrigo Paz Pereira, donc qui est du parti grien démocrate, qui est plutôt situé, dit-on, au centre droit, et qui est arrivé en fait avec 36,2% des voix au premier tour. Et monsieur qui est très connu en Bolivie depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de Jorge Tuto Quiroga, qui avait été président déjà en 2001-2002, qui lui a eu 44% des suffrages lors de ce premier tour. Savoir aussi que... Ah pardon, je me suis trompé de ligne, autant pour moi. Pardon, 26%, pardon, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Et non, j'ai écrit à l'envers. Excusez-moi, ça se fait pas. Oui, pardon, non. Moi-même, en disant, je disais, il y a un truc bizarre. Non, ce que je viens de vous dire, comme ça, je ne répéterai pas, c'est les dernières enquêtes d'opinion sur le deuxième tour au 19 octobre. Donc, vous pouvez quand même les retenir, ces chiffres. C'est 44 aujourd'hui pour Quiroga et 36 pour Paz, ce qui n'était pas exactement ce qu'on pensait au soir du premier tour. Donc, voilà, mais j'ai dit à l'envers, je suis désolé. En tout cas, vous avez comme ça ces chiffres qui sont en soi bons. Oui, le premier
premier tour, c'est 32% pour M. Paz, donc il est arrivé en tête, c'est ce qui était bizarre dans mon truc. M. Quiroga est arrivé au premier tour deuxième avec 26,5%. Et puis les candidats qui se réclament d'une manière ou d'une autre de l'héritage du MAS, eh bien, ont tous fait, en disons, moins de 20%, 19% ou 8% pour M. Rodriguez. Alors, le grand absent très présent de ces élections, mais on va en parler, c'est bien sûr Evo Morales, hein, qui a une stratégie de premier tour qui a été celle d'appeler au vote nul, mais je laisserai nos invités décortiquer tout cela. Et peut-être un dernier mot pour vous dire que ce deuxième tour 19 octobre débouchera normalement ensuite sur une prise de fonction pour le nouveau président, dont on sait que ce sera déjà un homme, le 8 novembre. Hein, c'est ce qui est prévu. Alors, juste vraiment pour conclure, vous dire qu'avant de venir, comme j'étais en train de regarder un petit peu tout ça, il y a un dernier, disons, suspense aujourd'hui même, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, puisque Luis Arce, qui est encore en fonction, dénonce une tentative de coup d'État, de coup législatif depuis le Congrès, depuis aujourd'hui. Alors, c'est assez obscur puisque M. Arce semble convaincu que des membres du Congrès, notamment des sénateurs, sont en train de conspirer pour annuler le second tour de l'élection du 19 octobre, l'annuler ou le suspendre. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qui nous donne juste un petit élément, si je puis dire, de la tranquillité, évidemment, c'est au second degré, dans laquelle se déroule ce deuxième tour dans un pays qui est quand même ultra polarisé, très fragmenté, comme on va le voir. Et donc, chaque jour qui passe jusqu'au 19 octobre pourrait nous apporter son lot, disons, d'événements de ce type. En tout cas, la tension est forte. Et donc, il revient à nos deux invités de nous éclairer aujourd'hui sur à la fois ce qui a mené à ces élections un peu étranges, qui étaient inattendues en tout cas dans leurs résultats, et puis qu'est-ce qu'elles nous disent et qu'est-ce qu'elles nous préparent. Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être Françoise, vous voulez démarrer sur ce bilan? Alors, je peux démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous voir ici. Merci à tous les deux, Olivier et Christophe, de nous avoir invités ce soir. Alors peut-être parce que tu viens de dire le mot pays ultra polarisé et que longtemps on a eu en Europe et en France cette vision d'un pays ultra polarisé, je le remets en question immédiatement à partir des résultats que tu as énoncés du premier tour. Parce que finalement, si on voit ce qui s'est passé au premier tour, on reviendra sur le contexte dans lequel se trouve la Bolivie. À ce moment-là, on est sur place effectivement avec Franck au mois d'août dernier. Si on reprend ces chiffres que tu viens de donner, Jorge Tuto Quiroga, donc pour faire simple, on va dire le plus néolibéral, extrême droite bolivienne, totalise 26,7, donc 28%, donc presque 30%. La surprise du premier tour, c'est le duo Paz-Lara qui totalise un peu plus de 30%. Et ce MAS émietté, on pourrait y revenir aussi, si on considère donc la candidature officialiste, le MAS officiel, celui qui avait le nom MAS, qui reste à 3%, avec celui qui prétend être le successeur de Evo Morales, quoique n'ayant pas le feu vert de Evo Morales pour se présenter, qui arrive à 8,5%. Et le vote blanc ou nul auquel a appelé Evo Morales, même si ce vote blanc ou nul qui totalise 20%, c'est du jamais vu en Bolivie. En général, dans les élections précédentes, le vote nul, c'est 3,5%. Donc, il y a quand même il y a une récupération par Evo Morales du vote blanc, mais il y a un vrai vote blanc qui s'exprime et qui suit la consigne. Finalement, ce groupe divisé du MAS réunit aussi 30%. Donc, ce serait plutôt un 30-30-30 entre celui qui est sorti premier, l'extrême droite, et puis ce MAS atomisé, ce MAS désormais atomisé. Je me permets de t'interrompre sur un point. C'est vrai, on peut dire sans problème que c'est une extrême droite? Tu veux ou alterner? Excusez-moi, je ne voulais Oui. pas vous mettre dans l'embarras. Ah oui, complètement. Complètement. C'est-à-dire, et pour la perspective néolibérale économique claire, mais celle-là, on pourrait la discuter, et pour le discours raciste qui va avec, qui accompagne et qui d'ailleurs est polémique. Et je ne sais pas, il y a 2 jours, on a encore eu un député du parti de Toto Quiroga qui a annoncé au Parlement que pour lui, hors de question d'envoyer à l'étranger des mascacocas hediondos, donc des mastiqueurs de coca qui puent, en gros. Et ça passe plus en Bolivie, ce discours-là, mais ce discours est ban, enfin, il ternit aussi l'image, ils essayent de s'en défaire, mais il y a un peu cette image qui leur colle à la peau, oui, évidemment. Donc une droite, on va dire classique, et une droite radicale qui l'emporte. Juste rapidement, en termes de cartographie électorale,
On sait que la Bolivie, alors, n'est peut-être pas aussi polarisée politiquement qu'on peut le dire, mais en tout cas, c'est vraiment un espace coupé en deux, au moins coupé en deux, entre les hautes terres occidentales et les basses terres orientales. Est-ce que cela est une clé de lecture des résultats du premier tour? Oui, oui, c'est une clé de lecture évidemment territoriale, mais qui reflète aussi des héritages à la fois enfin, politiques, syndicaux. Euh, alors, évidemment, le vote donc de l'ultralibéral autoritaire Tuto Quiroga, qui est l'un des acteurs par ailleurs du coup d'État de 2019 dans les derniers jours, et qui était le vice-président avant d'être président, qui est vice-président de Hugo Banzer, qui avait été élu, mais qui était un ancien dictateur par ailleurs. Voilà, qui est souvent considéré comme l'agent de la CIA un peu en Bolivie. Il est, son vote est extrêmement fort dans l'orient du pays. Voilà. Alors que, évidemment, le vote de Rodrigo Paz, cette droite qui est pas si claire que ça d'un point de vue, enfin, j'hésite à dire modéré parce que ça n'a pas trop de sens à ce niveau-là, nos catégories d'analyse sur ça, puisqu'il y a son policier aussi qui est un ancien policier dénonçant la corruption. Lui, il est dans les anciens bastions du MAS, à la fois donc sur l'altiplano urbain et rural. Là où il y a aussi une forte abstention ou vote blanc nul. Et ça, oui, il y a une vraie, il y a une vraie séparation, d'autant plus qu'il y a un troisième candidat qui est intéressant à analyser, c'est Samuel Doria Medina, qui était le favori en théorie, qui est l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur qui est un peu la poisse, le cancha, voilà, pour ceux qui connaissent la politique bolivienne, c'est-à-dire ça fait plusieurs fois lui aussi qu'il se présente aux élections, ça n'a jamais marché. Dès qu'il se met dans une stratégie politique, ça marche pas. Voilà, ça plante, comme on dit. Et voilà, et il a la poisse, mais il a édifié ses grandes tours à Santa Cruz et à La Paz. Et il était, son vote en analyse, il est extrêmement intéressant parce que il est très très implanté lui aussi dans l'orient du pays. Voilà, et il s'est fait aspirer ses voix dans l'Occident altiplanique par Rodrigo Paz. Voilà. Donc, ce qui complique beaucoup les analyses électorales en fait, puisque on ne sait pas trop dans la répartition qu'est-ce qui est vraiment sur la droite, qu'est-ce qui est sur un héritage du MAS qui pencherait vers la réussite économique. Voilà. Mais il y a grosso modo, oui, cette répartition. Alors, Christophe disait en introduction, il y avait un grand absent très présent qui est Evo Morales. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus, disons, depuis son départ du pouvoir, depuis le coup d'État de 2019, très, très rapidement, Françoise? Evo Morales avait un fort capital, donc jamais. Là, on est face aux premières élections depuis 2005 qui vont se jouer au deuxième tour. Toutes les élections avaient été remportées facilement au premier tour. Toutes. Simplement avec une adhésion toutefois descendante. C'est-à-dire l'enthousiasme de 2006, on l'avait un peu moins en 2011, on l'avait un peu moins en 2015. Et ceci dit, en 2020, le MAS, sans la figure d'Evo Morales, gagne à nouveau les élections avec 55%. Donc ce capital d'appui, il est là. Et on l'appelle au vote nul. Et c'était vraiment la conviction qu'il allait marquer l'histoire du vote aussi, en montrant que ces votants captifs, il les avait toujours. Et quelque part, effectivement, il les a toujours, puisque 20%, c'était du jamais vu à suivre cette consigne. Que vont devenir ces 20% au deuxième tour? Elle est là, la question. C'est-à-dire, ça n'a plus aucun sens de voter blanc au deuxième tour. Donc, l'enjeu, en fait, il tourne autour de ces 20% capitalisés par Evo Morales et Doria Medina, qu'évoquait Franck à l'instant, qui, dans ma répartition du petit tiers, c'est les 15% restants. Donc, ces voix-là, l'air de rien, ça fait vraiment basculer un des deux, même si là, ils sont très proches, tous les deux, autour de 30%. Ce sont ces voix-là qui vont faire basculer le deuxième tour. Merci. À cette étape de discussion, on comprend quand même qu'on est devant une configuration. Chacun choisira ses mots, mais je veux dire, on est devant quelque chose qui ressemble soit à une déflagration politique, soit à un morcellement quand même assez avancé du champ politique bolivien dans cette élection. Le résultat, le premier tour, néanmoins, même pour les observateurs, était quand même assez surprenant. Ce n'était pas forcément le scénario qui était attendu. Bon, on voit bien là, avec tout ce que vous nous dites, effectivement,
l'aspect composite de ce résultat avec des stratégies différentes, très complexes à suivre, etc., le cas Morales. Mais du coup, vous, de ce premier tour, on a envie de savoir un peu qu'est-ce que vous en retenez finalement, selon vous? Quels sont les principaux enseignements? Qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution de la société bolivienne sur ce premier tour? Peut-être pour qu'on voit un peu aussi arriver, pointer les enjeux de ce qui va se passer ensuite, hein. En fait, il faut ajouter un niveau d'analyse politique, ici, hem, justement autour de la figure d'Evo Morales, bah, dans l'ombre plane toujours sur le champ politique, qui quelque part a eu un effet, j'allais dire, désastreux en termes d'image, sur la gauche. Je dis pas que c'est le seul, qui a eu ça, mais, de la même façon qu'il avait fait une stratégie dans sa sortie du pays en 2019, une stratégie un peu du pire, voilà. Il provoque aussi cette politique du pire en 2025, en contribuant, à son niveau, à s'aborder, la gauche. C'est-à-dire que vous êtes dans une crise économique, qui est quand même terrible, il y a un manque de liquidité. En fait, la Bolivie s'est jamais tout à fait remise, du passage de la droite en 2020, qui a une gestion catastrophique, du Covid et de la pandémie. Donc pendant plusieurs mois, il y a eu des restrictions. Il y a eu une baisse, non pas des ventes sur le marché, mais une baisse de la production et des acheteurs. Voilà, on en parlera un peu plus tard. Donc moins de rentrées de devises, liées à un épuisement du modèle économique. Dans ce contexte-là, Evo Morales, qui s'était déjà singularisé à la fois par la volonté de rester au pouvoir et qui en 2016, avec le référendum perdu, avait remis la droite en place, puisqu'il leur donnait le brin de légitimité, qui leur manquait. C'est-à-dire que la légitimité d'Evo, c'était d'avoir gagné par le vote sans arrêt. Il ne respecte pas un vote, on peut discuter le référendum qui a eu lieu, dans quelles conditions, etc. Mais il ouvre une brèche qui n'existait plus avant, parce que son camp politique dominait jusqu'en 2016. Voilà. Il le paye en 2019, où il joue une stratégie très du vide du pouvoir. On ne va pas rentrer dans les interprétations de ce qu'on peut appeler au final un coup d'État, mais il joue quand même une stratégie de vide du pouvoir, et il s'en va. Et au lieu de prendre de la distance, il revient aussitôt, Lucho Arce, élu. Et avec des dissensions très très vite, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mais en gros, il a contribué à empêcher toute forme d'action politique, au niveau de certaines lois, du vote de certaines lois, notamment sur les impôts sur l'or et sur beaucoup d'autres sujets. Voilà, donc il a contribué alors, le camp opposé, je vais vite, hein, excusez-moi pour les simplifications, mais le camp opposé, a fait en quelque sorte aussi une forme de persécution judiciaire contre lui, pour l'empêcher de se présenter. Dans un contexte de crise économique, vous rajoutez des guerres internes, entre, dirigeants de gauche, voilà, quel que soit le résultat espéré, l'effet est catastrophique. C'est-à-dire que, voilà, vous avez gouverné le pays pendant, 20 ans, on est en pleine crise économique, c'est vous qui nous avez amenés là, et vous n'avez d'autres politiques que de nouveau, vous, rester au pouvoir. Voilà, et ça, l'effet symbolique est catastrophique. Voilà. Donc la gauche est divisée, et c'est en fait une des premières interprétations de la bande du MAS au second tour. Elle s'est sabordée. D'ailleurs, accessoirement, on retrouve là une réflexion qu'on a déjà eue sur d'autres pays lors de séances précédentes de la tribune, à savoir la difficulté qu'ont pu avoir un certain nombre de figures importantes des gauches latino-américaines à envisager, à trouver un successeur, à envisager une succession. C'est largement vrai en Argentine après Cristina Kirchner. C'est évidemment tout à fait vrai aujourd'hui au Brésil, où, selon toute vraisemblance, Lula sera un candidat aux prochaines élections présidentielles, parce que personne n'a émergé dans le PT. Mais tu veux intervenir? Vas-y. Non, et par rapport à ce que tu es en train de dire, et pour rebondir sur la question du qu'est-ce qu'on apprend, que nous enseigne ce premier tour. Oui, on a parlé d'autodestruction, on a parlé de suicide de la gauche et du MAS, mais ce qu'on retient quand même de ce premier tour, c'est la capacité d'un binôme, donc le binôme Paz-Lara, qui totalisait, en juillet, dans les enquêtes, il était à 2%, 3%. Les gens qui pouvaient manifester un intérêt pour son discours avaient peur de perdre leur vote, enfin, que ce soit un vote inutile.
Et puis, on l'a vu monter en puissance, mais vraiment sur les toutes dernières semaines, où on se disait, mais quand même, moi, ça fait plusieurs fois que j'entends je voterais bien Lara si, si c'était pas perdre mon vote. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce binôme a été assez attractif pour devenir premier, alors qu'il était vraiment très bas dans les sondages. Alors, pourquoi? Ben, c'est là que le discours va être intéressant. On a un discours qui a su mobiliser, Franck y reviendra, mais sur le discours l'idée du capitalisme pour tous, la formule du capitalisme pour tous, mais peut-être surtout donc Paz, pour ceux qui connaissent pas la Bolivie, c'est le maire de Tarija, donc il a déjà une certaine expérience, mais il est nouveau dans le champ, il n'a jamais été, il s'est pas présenté. Donc par rapport à cette droite classique qui ressurgissait et qui avait déjà été sur le devant de la scène dans les années 90, Paz il est nouveau et il s'accompagne du capitaine Lara. Capitaine Lara, ça fait un peu Capitaine Flamme, ça fait un peu le côté d'où il vient, le Capitaine Lara. Capitaine Lara, c'est un ancien de la police, écarté, enfin, ou démissionné ou écarté, c'est pas très, très clair, pour avoir dénoncé des affaires de corruption. Donc, cette figure-là incarne le côté. Là, on a quelqu'un qui est proche du peuple, qui est capable de dénoncer des cas de corruption. Il réussit à capitaliser ça. Et ça, c'est un peu la vraie surprise. Alors après, qu'est-ce qui deviendra? Mais ce binôme-là, contrairement à Paz, qui lui est un héritier. Paz, il est maire de Tarija, mais il est fils de l'ancien président, Jaime Paz, 94-99. Il est cousin de Víctor Paz Estenssoro, le De Gaulle bolivien du XXe siècle, 4 fois président. Donc lui, c'est un nom, c'est une famille, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Il se présente avec le capitaine Lara. Voilà, et ça, c'est un binôme surprenant. Et alors, Franck, qu'est-ce que ça dit, justement, le succès du capitalisme pour tous, des transformations de la société bolivienne au cours des dernières années? Déjà, oui. Oui, non, parce que Françoise a dit quelque chose d'extrêmement important, peut-être avant d'aborder cette thématique du capitalisme pour tous, c'est l'idée qu'on ne va pas perdre le vote. Il y a eu beaucoup de gens qui pensaient voter blanc et qui finalement n'ont pas voté blanc. Alors, le sociologue Aymara, qui est un vieil ami, Pablo Mamani, parle de vote stratégique. Voilà, c'est-à-dire il y a toute une dimension. Lui, il arrive à ce moment-là avec un discours capitalisme pour tous, pas d'État. Et alors, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ce qui se dégage des grandes candidatures, c'est un discours anti-État. Et c'est quoi le discours anti-État? C'est le rejet d'une bureaucratie. Alors, évidemment, toutes les droites jouent sur ça dans tout le continent, sur corruption, comme d'habitude, voilà. Mais alors, il n'y en a pas forcément plus qu'ailleurs ou plus qu'avec un régime de droite, mais anti-État, c'est l'identification au bout de 20 ans d'un parti et d'une structure de gouvernement. Et là-dessus, le MAS se trouve aussi balayé pour cette raison-là. En contexte de crise économique et de paralysie des institutions politiques, l'anti-État marche à fond. Une des mesures de Rodrigo Paz au second tour, c'est abolir la douane, voilà, pour se gagner l'électorat des économies populaires, voilà, du capitalisme pour tous. Abolir la douane, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente dans un pays. Voilà, c'est délirant, mais c'est un discours qui marche, voilà. Et ils ont fait une campagne à l'ancienne. Ils pensaient pas arriver aussi vite au second tour. C'était plutôt pour 2030. Ils ont arpenté toutes les petites villes. Tout de suite, au moment des résultats, il y a une mise en scène. Le type, il sort de sa cuisine, le capitaine Lara. Ils ont fait une campagne dans les petits bourgs. Ils ont fait ils ont fait ce que faisait Evo, en fait, ce que n'a pas fait Andrónico Rodríguez, ni le ministre de l'Intérieur qui a fait 3% là, du MAS, Del Castillo. Voilà, il a fait une campagne à l'ancienne. Et évidemment, cette campagne, ça marche, d'autant plus que les sondages, et je termine avec les élections là-dessus, vont systématiquement minorer les votes populaires, en particulier les votes ruraux. Voilà, je ne sais pas pourquoi en Bolivie, comme ailleurs, ou encore plus qu'ailleurs, les journalistes, les éditorialistes et les sondeurs ne sortent pas des centres-villes, mais c'est toujours le même. À chaque élection, c'est le même truc. Voilà, on découvre. Voilà, ce qui complique beaucoup les choses sur un quelconque pronostic par la suite aussi. Pour rester prudent, indiqué. Absolument. Pour rester prudent sur le sondage que j'indiquais. Oui. Je rappelle 44 Quiroga et 36 Paz. Bon, et par ailleurs, donc, pourquoi ce succès du capitalisme pour tous? Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a cette crise économique qui a quand même des effets terribles en termes d'inflation. Voilà, quand vous avez des produits qui font plus 20, plus 40, parfois plus 100% en très peu de temps. Voilà, l'essence là, qui vient à manquer. Et l'essence dans un pays où l'économie informelle atteint à peu près 80%, 85% même de la population employée. C'est-à-dire que c'est des économies qui, par ailleurs, reposent sur la mobilité. Donc, vous pouvez parler de transition énergétique, non, vous êtes à l'essence.
Voilà, donc le truc le plus précieux, et si vous n'avez pas de dollars comme l'État bolivien n'a pas aujourd'hui, vous n'avez pas d'essence à importer. Voilà, donc c'est là la crise, elle a des effets politiques immédiats. Et ces économies populaires, qui représentent 85 à peu près de la main-d'œuvre, je sais pas, à El Alto, vous avez plus de 90 des entreprises qui ont moins de 4 employés. Voilà, c'est du capitalisme familial, en fait. Alors, on appelle ça économie populaire et c'est trompeur parce que c'est des structures très proto-capitalistes ou post-capitalistes, je ne sais pas comment les appeler. Il y a beaucoup de travaux qui commencent à se développer sur cette thématique-là. Le fait que l'idéal de réussite individuelle, le fait que pour s'en sortir, il faut créer une entreprise familiale et la faire fructifier. Voilà. Ça se fait dans le domaine de l'économie informelle, l'échange des biens, les importations du Chili, avec des entrepreneurs, hein, les Camiri, les très très riches, qui ont leur cholette sur El Alto et dans d'autres villes aussi désormais. Mais vous avez aussi des populations plus jeunes qui n'ont jamais connu la politique du MAS, du temps des grands cycles de mobilisation, pour qui voilà, le MAS c'est quelque chose un peu du passé, de toute façon qui a mené une crise économique, et les médias en rajoutent évidemment dans l'anti-étatisme et dans le fait de renvoyer tout ça à quelque chose qui ne marche plus. Donc il n'y aurait plus que le capitalisme qui irait. L'intelligence de Rodrigo Paz, c'est une sorte de... Voilà, il a senti le coup à ce niveau-là, avec son capitaine Lara aussi. C'est alors que Tuto Quiroga, lui, repose sur un électorat de droite traditionnel, notamment dans l'Orient du pays, qui est la vieille droite qui n'a jamais voté Morales. Hein. En grosso modo, cette droite, c'est 30-35%. Le maximum qu'a fait Morales, c'est 67% sur un référendum révocatoire. Voilà. Là, c'est la vieille droite qui a tout refusé en bloc, qui est assez raciste par ailleurs, voilà, dans ses centres urbains ou ses haciendas. Là, il y a l'idée d'apporter tous qu'il peut se passer quelque chose à condition de ne plus être soumis au régime étatique. Voilà, et ça, alors, ce qui est très paradoxal, et peut-être j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est qu'en même temps, le gouvernement, les différents gouvernements d'Evo Morales ont encouragé énormément, ont énormément soutenu cette économie populaire, ce capitalisme familial qui aujourd'hui, en quelque sorte, se retourne contre eux. Alors c'est pas exactement ce que préconisait, ce que prévoyait Álvaro García Linera dans les années 2010. Il disait: «On est en train de voter pour une bourgeoisie qui va se retourner contre nous». Là, c'est beaucoup plus large qu'une classe moyenne économique, éduquée. C'est des secteurs d'économie familiale, les terrains où je suis retourné au moment des élections. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, on peut ouvrir une petite tienda et un petit négocio, un petit puestito. Et ça, ça se diffuse dans les zones de commerce, dans les zones de l'économie informelle, de la contrebande, de la ruée vers l'or au sens littéral, relève de ce même processus. Donc en gros, si je comprends bien, tu veux dire que c'est un certain nombre de transformations impulsées pendant les gouvernements du MAS qui, au fond, ont transformé pas certaines visions du monde, notamment sur l'altiplano, et conduit à la désolidarisation de l'électorat traditionnel du MAS, d'avec le MAS, pour le dire de manière un peu caricaturale? Non, c'est pas caricatural. Je pense que c'est des mécanismes. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de mécanismes qui sont enchevêtrés là-dedans. Il y a quand même un bloc, on va dire, de gauche, pour aller vite, qui reste malgré tout pour l'instant, mais qui a beaucoup perdu par rapport à 2020, simplement. Pour l'instant, il est réduit à quelque chose comme 30%, grand maximum. Je suis pas sûr que les 20-25%, ils soient récupérables aussi facilement que ça, puisque là, la diffusion quand même extrêmement massive chez différentes catégories de population, pas seulement chez les Camiri, chez les entrepreneurs riches, pas seulement chez les élites cruceñas de Santa Cruz qui ne pensent qu'à Miami aux États-Unis ou à exporter de leur bœuf vers le Brésil. Je suis pas sûr que cet électorat soit si facilement reconquistable, facile à reconquérir, merci beaucoup. Parce que voilà, ça témoigne de beaucoup plus qu'une crise économique, ça témoigne de transformation, à mon avis, très très profonde du tissu productif et que le gouvernement, quelque part, a encouragé aussi, en se trompant peut-être de cible. Voilà, mais ça, je ne peux pas en dire trop tout de suite. Bon, alors, on a bien compris, il y a un cycle qui se termine. C'est clair, le MAS n'est pas présent au second tour de la présidentielle, et surtout, il a été complètement balayé parmi j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais parmi les 130 députés et les 36 sénateurs. Mais sa présence, voilà, il y en a quasiment plus. Donc,
c'est une époque qui se termine. Et alors, même si on n'a qu'une vingtaine de minutes ou 25 minutes, quel bilan on pourrait dresser des transformations, mais aussi éventuellement des échecs, qui ont accompagné les gouvernements d'Evo Morales jusqu'en 2019 et après la petite interruption 2019-2020, le gouvernement de Luis Arce. Alors, question très vaste, hein, mais c'est quoi les grandes transformations? On lit quand même beaucoup que la Bolivie a énormément changé, que les infrastructures se sont développées. Alors ça va vite, hein, parce que là on a envie de continuer sur Lara et parce qu'il y a eu il y a le capitalisme pour tous, mais il n'y a pas que ça. Comme clé du succès, on pourrait y revenir. Mais bon, fin d'un cycle. Alors fin d'un cycle, quand on dit fin d'un cycle, on a l'impression d'une parenthèse qui se referme. Ça pour moi c'est impossible. C'est pas une parenthèse qui se referme. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage qui est là et on le voit. Et je pense que le succès inattendu ou la surprise du premier tour, elle est l'incarnation du fait que ce capitalisme pour tous, il s'opposait aussi radicalement aux mesures d'austérité prônées par l'opposition aux masses. Il s'opposait totalement à l'absence d'État prônée par l'opposition aux masses. Enfin, autant de choses dont l'électorat n'a visiblement pas voulu. Mais surtout, l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales et du MAS, ça a marqué une rupture évidente quand on a connu la Bolivie des années 90 et qu'on y revient, c'est un autre pays, une rupture économique, sociale et symbolique. Je dirais que d'abord, il y a la Constitution que tout le monde retient ici. Cette constitution d'un État plurinational. La Bolivie a changé de nom, mais c'est pas simplement une étiquette qui a changé. C'est que la Constitution fait que c'est désormais un État plurinational, c'est-à-dire qui reconnaît 36 nations et peuples autochtones avec des droits, la généralisation de certaines pratiques communautaires, la légitimation de formes de souveraineté populaire, des symboles qui sont là, la huipa, là on verra ce qu'elle devient, mais qui sont là et présents, le vivir bien, etc. Ensuite, on a des choses qui ne sont plus possibles. Je vous parlais de ce député. Le député a dû s'excuser pour ses propos racistes. Le vice-président essaie de parler un peu moins. Le vice-président de Toto Quiroga, ça n'est plus audible aujourd'hui de parler d'un mâcheur de coca qui pue. C'est pas possible. Donc ça a vraiment changé parce que ça veut dire... Non, juste sur ce point. Dans la campagne, il y avait des candidats d'opposition en masse qui, à un moment donné, remettaient en question la formule de l'État plurinational. Bien entendu, Toto Quiroga, sa première mesure, ce serait de défaire cette constitution-là, de revenir à des mesures d'austérité des années 90. Et donc là, on voit bien que c'est pas ce qui est souhaité. Enfin, il y a quand même une vraie opposition à ça. Et donc, ce qu'il en reste, ce sont les programmes de redistribution. Ça a fait quand même ça. Le pays s'est transformé aussi parce que l'extrême pauvreté, il faut le voir, a été réduite de façon impressionnante à une période. Alors on peut dire, hein, oui, mais c'était la période de contrôle des ressources, les nationalisations ont apporté beaucoup d'argent, période de croissance économique. Oui, mais chute de l'extrême pauvreté, je l'avais noté de 38% à 12%. Tout le monde est d'accord pour le dire à ce moment-là. Donc il y a une idée d'État social qu'on n'est pas prêt à abandonner là, tout de suite, en Bolivie. Les programmes sociaux, le Bono Juancito Pinto pour valoriser l'éducation et l'alphabétisation. Le programme Alphabétisation Zéro, qui a plutôt bien fonctionné. Renta Dignidad pour les personnes âgées, ça n'existait pas. L'autre Juana Azurduy, accompagnement des mères et des enfants, donc avec une chute aussi de la mortalité infantile. Ça a transformé profondément le pays. Et puis, les infrastructures, les routes, alors je vais pas... les terrains de foot aussi, les terrains de foot Evo Morales sur l'ensemble du pays, ça a l'air anecdotique, mais en fait, c'est de la vraie participation populaire. C'est que, sur place, des terrains de foot ont été demandés et qu'ils ont été construits. Les maisons, plein de maisons aussi, construites. Donc, sans le côté carte postale du téléphérique, qui est une merveille aussi, enfin le téléphérique de La Paz, le pays, quand on y retourne, on retrouve plus le même pays que celui qu'on avait connu au début des années 90, ça c'est évident. Et puis peut-être, donc je disais constitution, tous ces programmes de transformation, programmes sociaux et infrastructures, et puis peut-être plus important encore, le déplacement de centre de gravité du politique des élites urbaines vers les mondes indigènes, syndicaux et populaires. Ça, c'est fondamental et ça, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière parce que c'est l'imaginaire collectif qui a été durablement modifié. Un imaginaire, c'est comme un imaginaire décolonial qui se serait installé. Il y a une grammaire
décoloniale qui me semble pas, on peut pas revenir là-dessus. Et c'est ce que montre aussi ce qui n'est pas toléré là. Il y a eu pendant ce processus des cambios, et si cambio il est là aussi, une redistribution du pouvoir et de la dignité qui est un acquis et qui me semble un acquis durable. Pour ça que Evo Morales, dans sa politique du pire, là sur lequel je pourrais revenir, préférait beaucoup que ce soit tout au Quiroga qui passe, puisque ça permettrait d'embraser le pays sur ces bases-là. C'est-à-dire, on peut pas, il y a des choses, ça serait trop coûteux de changer la constitution ou de revenir sur un certain nombre de lois. Et voilà. Quelquefois, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec l'ancien vice-président juste après les élections, Alvaro Garcia Linera, et c'est vrai, ça, je reprends le fil de l'idée de Françoise, qui me disait, en fait, on n'a pas compris qu'on avait changé le pays à ce point. On est resté avec des politiques qu'on faisait en 2005. En gros, on faisait des politiques pour les pauvres. Or, le pays a changé. Le pays a changé et c'est ces transformations dont on parlait un peu tout à l'heure sur non seulement la sortie de la grande pauvreté, mais la diffusion d'accès à des formes de participation économique avec cet esprit peut-être auto-entrepreneurial pas très bien maîtrisé ou bien perçu par personne depuis 20 ans. Mais une donnée pour le coup et qui est intéressante par rapport au discours de Linera, c'est de dire on n'a pas vu le changement, la demande de participation à l'économie productive de la part des gens, mais aussi les transformations plus profondes. Quand vous avez 43% des inscrits sont sur les listes électorales sont des gens de moins de 35 ans. Et c'est énorme. Vous avez un accès à l'éducation qui avait déjà commencé sur les premiers niveaux, mais qui s'est beaucoup élargi, massifié. Je ne dis pas démocratisé, puisqu'il y a quand même des filières très, 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 très dures, mais sans possibilité non plus de déboucher. Il y a très, très peu de postes de techniciens, d'ingénieurs. Voilà, ça on s'est rendu compte avec mon autre compère qui s'appelle Maël Mariette, enfin, pour un article pour qu'il s'offre pour le diplôme, peut-être, si ça passe. Et, Que vous pourrez lire dans le numéro du mois de novembre, le prochain. et ça qui reflète l'ensemble, je trouve, des contradictions de ce qui s'est produit. C'est-à-dire, vous avez une demande de participation différente à la société économique, aussi bien du point de vue des structures productives qu'éducatives et des postes, voilà. Mais le MAS a été confronté à la difficulté de changer une structure productive. Et ils avaient bien conscience de la chose. Depuis le début, il y avait les rentrées des bénéfices sur les hydrocarbures qui étaient vendus. Alors, non pas la Chine, comme on entend le truc sur le boom des commodities. Non, 80%, c'était l'Argentine et le Brésil. Voilà, qui ont eux-mêmes trouvé leur débouché. Mais qui ont permis aussi de mener des politiques sociales dont Françoise a parlé, les politiques d'équipement, d'infrastructures considérables. Voilà, qui ont sorti la Bolivie de certains traits de ce qu'on aurait appelé à une autre époque de sous-développement à ce niveau-là, mais qui n'ont pas pu ou n'ont pas eu le temps de déboucher, malgré certains efforts réels, y compris jusqu'à Arcé, sur une transformation de la matrice productive. Alors, je ne suis pas en train de vous faire le mantra contre l'extractivisme. Je pense que c'est des analyses très, très fausses parce qu'elles ne tiennent pas compte de la complexité de ce projet de changer une matrice productive où, effectivement, dans l'immédiat, vous donnez, pour des résultats électoraux prochains, vous donnez accès à une meilleure consommation. Et comment est-ce que vous allez interdire aux gens de consommer? Changer la matrice productive tout en ayant la nécessité de donner un gaz bon marché aux gens. Essayez de couper le gaz pour sortir l'extractivisme. Vous avez, voilà, quand Evo a voulu baisser les subventions à l'essence, ça a tenu une journée, la mesure. Voilà, le gasolinasse se fait en fin 2010. Voilà, donc c'est extrêmement complexe et si on a le temps d'en parler, le cas du lithium exprime exactement cette complexité et cette difficulté auquel se trouve un gouvernement progressiste, souvent isolé dans la région, même si à l'époque, justement, il y avait le Venezuela, il y avait le Brésil, il y avait l'Équateur et il y avait même, dans une certaine mesure, Cuba. La difficulté à changer une matrice productive dans un contexte d'économie globale, même si la Bolivie, à plein de niveaux, a des particularités, hein, et petite enclave aussi. Quand tu dis qu'il y a eu quelques tentatives, parce qu'au fond, là, le bilan que tu dresses de ce point de vue-là, c'est le bilan qu'on pouvait dresser de 15 ans de chavisme à la mort de Chavez en 2013. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait eu d'immenses politiques de redistribution, une vraie baisse de l'indice de Gini calculant les inégalités, de la pauvreté, mais aucune transformation de la logique rentière de l'économie vénézuélienne qui vit en exportant du pétrole, qui est raffiné aux États-Unis et qui est parfois réimporté en tant qu'essence au Venezuela.
apparemment, quand même, là, il y a eu Mmh. quelques tentatives de... Alors, je ne sais pas si c'est de l'industrialisation, comme on disait dans les années 1930, 40, 50, quand on parlait de la substitution des importations. Mais tu peux te donner 2-3 exemples parce que je trouve ça assez intéressant, justement. Oui, alors il y a plusieurs choses en fait. Ce qu'il faudrait dire, c'est très, très, très large, mais il y a eu une tentative de faire une réforme agraire, par exemple. Et pour moi, c'est un des grands mystères dans l'analyse. Pourquoi est-ce que, les gouvernements Morales en 2009-2010, ils ont tout. Ils ont la majorité, les 2/3, toutes les assemblées. Ils sortent de référendums révocatoires, d'une constitution votée au maximum. Et la réforme agraire, elle achoppe sur des négociations et c'est vraiment le point clé puisque ces oligarchies, de l'Orient, celles qui vont les faire tomber quelques années plus tard et qui vont être après leur coup d'État civique, et il y a eu des coups d'État avant que le coup d'État marche en 2019, il y a eu d'autres tentatives très très variées et voilà, détournées, de blocage économique, etc. Voilà, ça a été une première chose. Pour moi, ça reste un grand mystère. Sanira m'avait dit, on avait besoin de l'économie agricole, des haciendas, des exportations. Je suis pas sûr. Voilà, pour moi, il y a eu vraiment un truc historique qui était manqué à ce niveau-là. L'autre point, on parlait du téléphérique. Après, je parlais peut-être du lithium, mais je ne veux pas monopoliser l'attention, donc je reporte pour une prochaine fois. Le téléphérique. Pour moi, c'est emblématique. En fait, il y a un conflit entre l'État central et la municipalité. Et c'est fantastique ce téléphérique vous arrivez. Mais en même temps, ce téléphérique, il suscite des oppositions. Il y a un service municipal qui essaie d'être installé dans la ville. Évidemment, le gouvernement qui est en guerre avec le maire de l'époque, qui a d'ailleurs saccagé la ville, hein, Révilla, il a autorisé les immeubles, etc. Bon, bref. Mais ils font tout pour qu'il n'y ait pas de service municipal des transports. Et il y a des investissements monumentaux pour ce téléphérique qui est, je vous le dirai, mais ça aurait pu être une autre solution politique. Par exemple, on fait des transports en commun massifs. On offre des politiques de reconversion des chauffeurs et La Paz, pour ceux qui connaissent, comme dans beaucoup de villes andines, est parsemée de minibus, maintenant de plus en plus de voitures individuelles. Donc vous imaginez les blocages qu'il peut y avoir, c'est invivable. Et pas seulement au niveau de la santé, simplement au niveau du temps passé, enfin voilà. Mais au lieu d'engager un plan de reconversion des chauffeurs sur 10 ans, avec des lignes, des tramways, des choses vraiment durables, avec des lignes municipales de bus, etc., bah, la guéguerre contre la mairie, le projet pharaonique de ce très beau téléphérique, je le rappelle, hein, je suis pas con, ouais, mais qui ne bénéficie qu'à des fractions, même s'il est plein à certaines heures, à des fractions quand même restreintes de la population, pendant que tout le reste, les cholitas, ces hommes de maison, bah, prennent le minibus parce que quelque part, ça reste quand même moins cher au quotidien. Et vous avez cette polyactivité qui reste puisque bah, il y a le chauffeur qui va en même temps déposer sa femme au kiosquito, après être passé récupérer les légumes ou les trucs importés de Chine à la Serra. Et il y a eu l'entretien de cette, voilà, de cette forme d'économie, puisque c'était un peu le cœur de l'électorat, quelque part, il fallait pas y toucher. Voilà, et ça c'est donc il y a eu des tentatives, par exemple, d'enclencher une transition énergétique, d'investir sur les biocarburants, sur un truc solaire, et cetera. Mais vous avez quand même 85 des gens qui sont dans d'autres formes d'économie et en plus avec un appui. C'est quand même, les aides, j'ai calculé ça, donc j'ai couplé les données. C'est 300 millions de 300 millions, oui, de dollars par an. C'est 15 du PIB, le soutien aux petites entreprises, voilà, à toutes ces structures productives qui, au final, leur ont explosé à la figure, voilà. Une autre acception du capitalisme pour tous. Peut-être Françoise veut réagir à pas mal de choses, mais je pose ma question maintenant, après on va passer, au temps avec la salle. Il faudrait quand même que vous nous disiez un petit peu, du coup, dans la Bolivie qui se prépare, quid du facteur Morales? C'est-à-dire quel rôle il va continuer à jouer ou pas, selon vous, dans la vie politique bolivienne, après le 19 octobre, si les élections se passent comme elles se doivent, et cetera? Est-ce que vous voyez clair là-dessus? Donc je rajoute ça à l'ensemble des commentaires, Françoise, vous allez faire sur tout le reste. Alors, je suis assez d'accord avec ce que disait Franck quant à la possibilité qu'aurait Morales de capitaliser ou non une victoire de Toto Quiroga. Si Toto Quiroga l'emportait, alors il a un boulevard à nouveau. Parce que les mesures d'austérité mettraient les gens dans la rue, parce que ce serait revenir sur l'État plurinational. J'imagine même pas un État militaire. Enfin bref,
si le binôme Lara passe, Lara gagne, et il en sera tout autrement. Parce que en fait, ça aussi, moi je pense qu'une clé du succès, il y avait le capitalisme pour tous, mais pas que. C'est le seul binôme qui ne rejetait pas à la poubelle l'héritage du MAS. Enfin, et qui pouvait dire, il y a eu les choses, nous on va prendre ce qu'il y a, là, la constitution de l'État plurinational n'est pas remis en question, donc là, il n'aura pas sa place, en fait. Je pense il faudrait, enfin, on peut jamais prédire, sauf si Lara devenait un indésirable d'une autre façon, mais Sauf qu'ils ne pourront pas gouverner non plus sans le bloc de droite dure. de bloc de droite dure. Alors, le bloc de droite dure, tu le disais, il est quand même assez réduit. Enfin, il est non seulement, il y a une cartographie, mais il est aussi finalement en pourcentage. Ce bloc de droite dure derrière Touto, c'est ceux qui l'ont appuyé au premier tour. Enfin, bon, moi, je suis pas très sûre qu'il récupère beaucoup, qu'il en récupère beaucoup. C'est pour ça que. Les sondages que j'ai donnés sont vraiment pas bons. Voilà, c'est un sondage que tu as donné, mais c'est vrai que, enfin, Ah, il y a quand même automatiquement le vote de Oui. Manfred. Voilà, lui, ça va directement. Oui, à mais Touto. Manfred, il a fait combien? Il a fait 8%, mais ça fait déjà les 35% du bloc. Les estimations du report de Doria Medina, du vote Doria Medina, donc de centre droit ou de droite norme classique, c'est quand même plutôt 2 tiers, 1 tiers. Et y compris Même si, je précise, hein, parce que même si Doria Medina a immédiatement dit, moi, j'appuie le binôme Paz là, mais il avait clairement. dit qu'il appuyait celui qui sortait en tête, c'était pas lui. Ah, d'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de gens aussi, il y a ce vote stratégique pour Paz et Lara, il n'est pas acquis non plus. C'est-à-dire qu'il y a pas de consigne du vote de la part du MAS ou de la gauche. Il y a une conscience de ces enjeux et il y a des gens, il y a quand même eu, c'était un petit festival politique de les entendre. Lara, et il y a un moment, ils se sont chamaillés en public. Il y a beaucoup de gens qui disent, y compris c'est les élites Camiri, hein, les élites de l'économie populaire, ils disent en fait, au moins avec Touto, on sait à quoi s'attendre. Voilà. Parce que l'autre a pas d'équipe. Voilà, il récupère un peu les équipes de Doria Medina, hein, d'une certaine façon, mais pas plus que ça. Voilà, donc le report des voix, il est pas énorme, hein, en fait. Et je pense que si on additionne un peu les résultats du premier tour, là où Touto Quiroga doit encore gagner 10-15% de voix, Rodrigo Paz doit en gagner plus de 20% pour l'emporter. Et vu la configuration des votes, c'est pas gagné. Et des médias, alors ça, et puis ça matraque. On va passer la parole à la salle pour qui va être l'occasion d'approfondir un certain nombre de points, mais je me permets quand même une dernière question. Tu nous as un peu alléché en parlant du lithium. Est-ce que tu peux nous dire un mot, puisque quand même c'est un des enjeux stratégiques pour l'avenir de la Bolivie. Bon, voilà, la grosse banalité, hein, c'est le pétrole du 21e siècle, etc., etc. Il y a une centralité sud-américaine très forte, Bolivie, Chili, Argentine. Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement de l'importance d'abord des gisements, très rapidement, et puis des formes d'exploitation aujourd'hui, et de la manière dont ça se passe? On sait très bien que ça fait partie des réserves les plus importantes, voilà, mais en plus, qui sont massées en un seul endroit, contrairement à l'Argentine. Alors, c'est pas le lithium de la même qualité qu'au Chili, c'est moins dense, il y a trop de magnésium, il y a trop d'humidité, donc ça a des problèmes d'exploitation énormes. Mais dans le projet lithium, pour moi, qui est assez emblématique de ce qu'il y a eu, c'était vraiment un projet de rétablissement d'une forme de justice environnementale, paradoxalement. C'est-à-dire, on sort de l'extractivisme en empêchant déjà de l'exportation de nos choses. On garde le processus productif qu'on contrôle à tous les niveaux de paramètres, et on essaie de produire en plus les outils d'une transition énergétique chez nous. Voilà. Le problème, c'est que, je vous parlais du nombre d'éduqués, etc. Le capital scientifique, le capital humain, il n'était pas suffisant. Alors d'un côté, vous aviez les écolos qui disaient: «Ah, les pauvres lamas dans le salar, voilà, il ne va plus y avoir d'eau», ce qu'il faut par ailleurs. Et de l'autre côté, la droite qui disait: «Ça marchera jamais, on est incompétent et l'État n'y arrivera jamais». Voilà, donc il y a eu des 2 côtés, un sabotage du projet, et en interne aussi évidemment. Mais la Bolivie a été presque arrivée en 2019 à passer un processus productif autonome. Mais là-dessus, se trouve confrontée aux coopérations internationales, aux entreprises internationales qui ne veulent pas faire de transfert de technologie. Et là où le projet consistait non pas seulement à extraire, mais produire des batteries lithium-ion et de s'insérer dans une chaîne productive internationale en la maîtrisant et en passant à une autre phase, c'était un des outils principaux, même s'il n'était pas dénué d'ambiguïté, puisqu'il fallait être l'Arabie saoudite du lithium, enfin voilà, qui a inventé ce genre de slogan. Mais il y avait quand même cette volonté de sortir du schéma primo-exportateur de dépendance. Et là, honnêtement, les entreprises étrangères, les autres pays, les autres coopérations,
à part à un moment la France, par ailleurs, le CEA, il y a une collaboration qui a marché, ont tout fait pour empêcher que ça se produise. Voilà, il fallait pas qu'il y ait un projet comme ça qui changeait, qui chamboulait l'ordre des relations internationales. Il fallait pas que ça aboutisse. Et là, d'ailleurs, ça va être la curée, voilà. Donc ces projets qui étaient censés relancer l'économie, en réalité, ils n'ont pas dépassé le stade des annonces formelles. Un peu plus, ils ont. Alors, je passe la parole à la salle. On a une petite demi-heure pour préciser un certain nombre de points, évoquer des points que vous auriez... Merci de votre intervention. On ne sait pas encore qui va être le prochain président, non, à ce stade. Mais en matière selon vous, en matière de politique étrangère, quel que soit le président élu, j'imagine qu'il y aura ici un recentrage, sachant que la Bolivie jusqu'à présent était alignée sur les intérêts un peu de la Chine, un peu de la Russie même. J'oublie pas que lors du vote de l'Ukraine, la Bolivie, le délégué à l'ONU a voté neutre, n'a pas voté contre la guerre. Donc quelle est selon vous l'orientation en matière de politique étrangère que va conduire le budget du gouvernement? Il n'y a pas beaucoup de mystère. L'un comme l'autre étaient aux États-Unis pour renégocier des crédits pour récemment. La première mesure, d'ailleurs, c'est annoncé par Tuto Ojeda, on ferme l'ambassade du Venezuela et de Cuba. Ça commence par ça, comme si c'était, alors qu'il y a peu d'effets sur politique nationale. Voilà, mais c'est symbolique, c'est un alignement sur la politique nord-américaine. Par ailleurs, la Bolivie est quand même engagée dans le processus des BRICS et les relations avec, par exemple, sur le dernier projet de lithium, c'est compliqué parce que d'un côté, il y a un contrat catastrophique avec la Russie parce qu'en échange, on veut faire venir de l'essence, grosso modo. Avec les Chinois, les relations étaient beaucoup plus contractualisées, beaucoup plus stables et par ailleurs, les effets de la diplomatie européenne et le double standard sur l'Ukraine et la Palestine ont produit un alignement politique direct sur les pays du Sud, sur les autres blocs du Sud. Voilà, donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si il y aura des changements officiels à l'alignement nord-américain, mais je ne sais pas si ça va emporter une grande adhésion. Il y a quand même un anti-américanisme très très fort, très ancré aussi. Mais chez Toto Quiroga, c'est clair. Il y a le changement de cap est annoncé, mais malgré cela, il a quand même annoncé qu'il ne sortirait pas des BRICS, mais que le changement de cap serait immédiat et évident. Et il a, comme vice-président, on a un peu minimisé là tous les quatre le rôle et le poids des vice-présidents, puisqu'en fait, ce sont des duos qui se présentent. Là, le vice-président de Toto Quiroga, donc de leur parti, c'est Juan Pablo Velasco, issu du secteur privé, représentant un renouveau générationnel et qui va aussi fortement pousser dans ce sens-là. Petite question, il me semble aussi que pendant le gouvernement de Evo Morales, les contrats d'exploitation de l'or avec des entreprises chinoises avaient été signés. Et donc aujourd'hui, on sait que les populations indigènes ont un taux de mercure très élevé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? C'est vrai. Non, ce qu'il y a eu, alors l'histoire de l'exploitation aurifère, elle est compliquée puisqu'elle s'inscrit dans la débandade économique globale qui fait que n'importe quel paysan, ancien mineur, commerçant veut exploiter de l'or. Et donc il y a un niveau d'exploitation illégale extrêmement fort et qui était extrêmement difficile de contrôler. Ce qu'a tenté de faire le gouvernement Arce en 2022, je crois, ou 2023, qui a été bloqué d'ailleurs par les évistes à l'Assemblée, ça a été d'aimposer, d'avoir une imposition sur ce secteur-là qui se développait de toute façon totalement illégale et en saccageant tout. Mais la Bolivie n'est pas le seul pays de la région où ça se produit. Dans un moyen terme, un des enjeux et une des grandes pertes de politique des gouvernements Morales, et on l'a vu en 2019, c'était la tentative de réguler le secteur coopérativiste minier. Et ça a été un échec puisque ça a été des affrontements terribles où Morales a perdu de fait l'appui de la Fédécomine et d'une partie de la Comibol parce que il ne voulait pas de régulation du secteur minier, secteur coopérativiste qui par ailleurs est 80% des employés de mine mais moins de 20% de la production minière. Donc toutes les tentatives de régulation du secteur aussi à la décharge de Morales ont échoué parce qu'ils se sont trouvés confrontés à la force de ces secteurs extractifs et d'entreprises de base qui vivaient de ça. Voilà. Après, faut faire attention, il y a tellement de mythes sur les Chinois. Honnêtement, c'est pas souvent dur de faire je me rappelle quand il y a eu des coupures d'eau à La Paz, c'était la faute des Chinois qui exploitaient de l'or dans l'Imani. Ça n'avait rien à voir. Personnellement, j'ai pas vu de contrat signé avec la Chine. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas vraiment. Mais je pense pas que ce soit le facteur clé de l'exploitation minière
en pleine expansion totalement délirante qui est en train de se produire aujourd'hui. Normes de résistance face aux préconisations de changement, ça j'ai pu les voir aussi concrètement cet été. Mais quant à la pollution au mercure, peut-être que parmi vous, certains sont plus au fait, mais oui, elle est indéniable, mais avec des difficultés à amener des populations qui vivent de l'exploitation minière à réorienter leur économie. Bonsoir, merci beaucoup pour ces analyses passionnantes. Et une question et une petite réflexion sur ce personnage énigmatique qui est le capitaine Eman Rara. C'est quelqu'un qui est pas jeune d'Amulien sur son TikTok, qui a assez suivi en Bolivie. C'est quelqu'un qui est assez intéressant parce que il mène à la fois un discours qui peut être perçu comme populiste, mais populiste à un peu l'arrivée de Morales, avec la défense de l'identité indigène, etc. Et en même temps, une des positions très conservatrices. On sait qu'il est admirateur de Nayib Bukele. C'est quelqu'un qui se malédique conservateur, l'anticorruption qui veut parfois de pair en Amérique latine. Et est-ce que du coup, ce Dilmen Paslara, on peut pas dire son succès aussi auprès des classes populaires comme un ralliement qui est en cours de ces classes populaires boliviennes, indigènes notamment, pour des positions conservatrices de droite radicale, un peu type Milei ou On sait que c'est aussi un binôme qui a beaucoup promu et accentué son discours sur la religiosité, sur la défense des églises évangéliques, etc. Est-ce que vous voyez là le possible ralliement de ces classes populaires indigènes qui historiquement étaient à gauche et votaient pour le MAS, qui bien qu'ils n'étaient pas forcément très progressistes sur les questions de société, étaient quand même identifiés à gauche? Est-ce qu'il n'y a pas le basculement là aussi, au-delà du ralliement à l'économie populaire, du ralliement de ces classes populaires indigènes vers des positions vraiment dures au niveau des mœurs, au niveau de la vision de la société? Je pense que vous avez tout à fait raison et je pense qu'en le formulant, vous l'avez vu vous-même sur les réseaux. Donc oui, le capitaine Lara, il a cette ambiguïté. Il a presque une image de lanceur d'alerte. Donc il est sur les réseaux, il est crédible auprès de ceux qui demandent de la transparence, la lutte contre la corruption, etc. Mais il provoque aussi, en fait, j'ai vu ça sur les réseaux aussi, on est derrière PAS parce qu'on est derrière le capitaine Lara. Donc c'est pour ça que ce vice-président, au début, enfin, moi je pense que si le second tour avait eu lieu comme en France 15 jours après tout de suite après le premier tour, mais il passait haut la main. Et puis il y a eu une phase où on s'est dit, oulala, en fait on se rend compte, ce que disait Franck à l'instant, ils peuvent ne pas s'entendre, c'est pas un binôme qui s'entend merveilleusement bien, etc. Et oulala, il a dit ça, il aurait sans doute pas dû, ça va éloigner, ils sont en train de perdre des points, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Et en même temps, on a l'impression que quand il y a ces excès-là, ça éloigne pas un certain électorat, au contraire, ça le conforte dans l'idée que tous derrière le capitaine Lara. Oui, vous avez raison, il est très ambigu et on le découvre en politique parce que c'était pas un personnage qui avait fait de la politique jusqu'à présent. Les églises évangéliques, je rebondis juste sur la question en un mot, les églises évangéliques, elles ont joué un rôle dans la campagne? Ils ont pris soin, les uns comme les autres, de les protéger, c'est-à-dire avec un discours un peu religieux, mais sans être explicitement catholique, parce qu'ils savent que là aussi il y a un électorat croissant et grandissant. Donc je dirais pas qu'il y en a un qui va clairement vers, mais tous prennent bien soin de les protéger. Oui, juste, pardon, on se rappelle d'ailleurs qu'il y avait une candidature évangélique à l'élection de 2019, si je me souviens bien, qui avait quand même obtenu près de 13% des voix de tête. Donc il y a effectivement un électorat qui se constitue et là on l'a pas vu en tant que tel, donc c'est intéressant d'avoir cette... Oui, et puis on se souvient aussi qu'au moment de la crise de fin 2019, donc du coup d'État, on avait pu voir sur TikTok ou autres réseaux sociaux toute une série de prêches de pasteurs évangéliques favorables à la destitution immédiate de Morales. Enfin, il y avait pas eu beaucoup de pudeur à s'engager explicitement en politique. Ce qui est intéressant, je rebondis encore sur l'ambiguïté du capitaine Lara, c'est que il met en avant une rupture avec les élites, mais en même temps, il se présente avec Paz, qui est vraiment d'une famille, qui est le nom le plus connu de l'histoire du XXe siècle en Bolivie. Mais rupture avec les élites est présent sur le terrain. Et ça, il le partage aussi avec son binôme. Il y a un côté, on parcourt la Bolivie à moto. Moi, je me souviens d'un entretien où finalement la journaliste elle-même, très connue, se demandait où était Santiago de Bombori. Santiago de Bombori, il faut faire exprès pour ne pas connaître la fête, le lieu, etc. Et il ne savait pas, sincèrement, il ne savait pas. Et lui pouvait dire, mais moi j'ai arpenté le pays, je mets au défi n'importe quel de mes adversaires politiques de connaître telle ou telle communauté, tel ou tel village. Nous, on y est allé à moto, à pied, et on ira. Et le capitaine Lara reprend ça. On ira à pied dans toutes les communautés. Donc cette relation de proximité, elle est fondamentale. Je voudrais revenir un petit peu sur les questions économiques. Vous avez parlé évidemment du succès du modèle de redistribution et de développement d'infrastructures
notamment l'électrification qui n'a pas été mentionnée, mais c'est important, le gaz évidemment. Tout ça financé quand même par donc des budgets de l'État qui eux-mêmes vivent des exportations de gaz essentiellement, et également la mine, puisque c'est quand même les deux gros blocs, et bien sûr aussi un peu l'agro qui s'est quand même développé depuis 30 ou 40 ans. Mais alors, tout ça, évidemment, Evo a eu une chance extraordinaire, puisqu'il arrive quand ses prédécesseurs ont ouvert à l'investissement étranger, et notamment un investissement français qui est Total, qui est un des plus gros investisseurs dans le secteur. Et je me rappelle, pour avoir vécu un peu en Bolivie, on disait que les gisements commençaient un peu à s'épuiser et qu'il fallait de nouveaux investissements. Alors, moi, j'ai quitté la Bolivie il y a déjà quelques années. Je voulais savoir si, depuis Arcé, avec Arcé, est-ce qu'il y a eu de nouveaux investissements et quelles sont les perspectives en la matière, s'il y en a, parce que c'est quand même là-dessus que reposait aussi le succès d'Evo Morales. Voilà, je vous remercie. Je vais en faire un commentaire. Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. La grande crise pétrolière vénézuélienne est liée à toute une série de facteurs géopolitiques, etc. Mais d'abord, en interne, à un manque d'investissement régulier. Et aujourd'hui, tous les spécialistes de l'extraction pétrolière qui parlent du Venezuela disent qu'en bien même on aura une transition demain et une reprise des activités, il faudrait 10 ou 15 ans pour retrouver les niveaux de production d'il y a 12 ans, parce que effectivement le suivi de l'investissement n'a pas du tout été assuré, en gros, depuis la fin des années 2000. Donc votre question, elle est très importante aussi pour penser l'avenir. Enfin, la mécanique économique là-dessus, elle est complexe, parce que vous avez par exemple, depuis 2022, une baisse des taux d'exécution des budgets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'argent, mais qu'effectivement, il y a une vraie crise institutionnelle et politique qui date de bien avant, par l'arrivée d'Arcé et d'une forme de sclérose du pouvoir là-dessus, avec des taux d'exécution qui sont même dans certains secteurs catastrophiques. Il y a eu la volonté de passer à d'autres formes de ressources, et d'où il n'y a pas eu, comme au Venezuela, une absence d'entretien des sites extractifs, en tout cas en matière de gaz, puisque c'était quand même une entrée assez importante. Il y a eu des contrats qui se sont terminés. Je pense que la fin des contrats mirobolants avec l'Argentine et le Brésil a été un vrai désastre dont ils ne se sont pas remis à ce niveau-là. Et puis, le coût d'une transition énergétique, changer une matrice productive, ça prend du temps. Voilà, et une matrice énergétique encore plus. Voilà, donc il y a eu les tentatives de passer sur les biocarburants, de passer au solaire, c'est limité. Il y a eu des choses. Après, vous êtes confronté à un problème structurel de développement, c'est-à-dire l'absence de compétences. Déjà, ça s'était posé pour l'entretien des champs extractifs de gaz et d'hydrocarbures, avec la difficulté à garder des ingénieurs. Là, la difficulté et l'impossibilité de former assez, par exemple, d'ingénieurs en matière de transition énergétique au sens large, sur des secteurs autres que la mine, a été catastrophique, puisque vous avez, j'ai les chiffres de mon enquête, en gros, vous avez tenté de former une 50aine d'ingénieurs, là où c'est à peine un petit département d'une grande entreprise. Et vous avez fait des promesses absolument mirobolantes que l'Argentine allait exporter de l'électricité au Brésil notamment et en Argentine. S'agissant du solaire, parce que ça ne demande pas de travail, ça ne demande pas d'ingénieur. On construit, on fait appel à un investisseur probablement étranger, on construit et puis on a 3 personnes pour surveiller le truc. Ça marche tout seul. Et alors là, je voulais savoir si il y a eu des choses, et je trouve que il me semblait être assez indulgent, me semble-t-il. Puisque c'est une expérience politique qui me semble a eu le mérite d'exister, et avec ses erreurs, et qu'elle nous permet d'analyser un peu les difficultés qu'il y a à inventer une autre voie que la voie du capitalisme prédateur que l'on vit aujourd'hui, et de la finance autoritaire. Alors, installer une centrale, celle qu'il y a eu à Oruro, par exemple, une des plus grandes d'Amérique latine, ça a l'air simple en apparence, mais il faut reconfigurer tous les réseaux. C'est pas seulement 3 personnes, c'est beaucoup plus de personnes qui bossent dessus. C'est des investissements énormes. Et financer une transition énergétique, nous, on s'en rend pas compte depuis le Nord, mais c'est très, très compliqué. Ça nécessite non pas des millions, mais des milliards. Voilà. Installer même nous, on a du mal à installer du solaire au quotidien, dans plein de domaines. On n'a pas trop de leçons à leur donner là-dessus. Voilà, ça nécessite une somme de compétences sur un pays qui n'est pas forcément préparé à ça, et qui doit répondre à des urgences, dont des sorties de pauvreté, etc. Ouais, je trouve qu'au bout de
au bout de 14 ans, jusqu'en 2019, quand bien même il n'y a que 10% des choses qu'ils ont tenté qui auraient marché, c'est déjà énorme. Voilà, par rapport à ce qu'il y avait dans le pays. Il y a eu, décoller sur un autre développement, former des gens à l'étranger. Il y a quand même eu beaucoup de bourses et accordées par la France, mais la France est pas la plus généreuse là-dessus. Ça suffit pas dans des contextes économiques qui sont beaucoup plus complexes. On n'est plus allé à l'époque de l'État, quoi. Voilà. Je rappelle aux plus fidèles de la tribune que nous avions eu une séance sur la transition énergétique en Amérique latine avec notre collègue Sébastien Velu. Personne s'en souvient à part nous. En écoutant Franck qui disait que la formation, alors par exemple des ingénieurs, avait été insuffisante et que là on avait une sorte de point de blocage autour des questions de développement, il n'a pas eu dans la Bolivie de Morales ou de Arce une politique massive de démocratisation de l'université comme on a pu l'observer par exemple dans le Brésil de Lula. C'est un des grands héritages des années Lula. Ça a été cette capacité à ouvrir les universités et à former en fait des personnels compétents dans toute une série de domaines et c'est l'un des grands héritages. Il n'y a pas d'équivalent? Je dirais que ce processus, il était déjà engagé, mais que le pari a été porté davantage sur le primaire et la campagne d'alphabétisation sur l'ensemble du territoire. C'était le grand 2005-2006, c'était campagne alphabétisation zéro. Et je mettrais quand même, pour rebondir sur votre observation, moi, toujours avec plein de guillemets, la notion de chance extraordinaire. Parce que c'est un argument régulièrement mobilisé ils ont eu une chance extraordinaire. Moi, je me souviens en 2006, quand les premiers représentants de la Bolivie essayaient de justifier ici qu'ils allaient opérer des nationalisations du gaz, du pétrole, de l'électricité. On ne leur donnait pas un an. Enfin, sincèrement, sur la nationalisation, on leur donnait pas un an. On disait ça ne marchera pas, la nationalisation. Et la nationalisation, je veux dire par là qu'ils ont eu des ressources, oui, mais ils se les sont gagnés aussi parce que ces programmes de nationalisation qui étaient promis ont été menés à terme, en réalité. Bonjour, je vous prie de pardonner les écueils de mes tournures de jeunes étudiants, mais j'avais une question pour revenir sur ce que vous disiez. Pardonnez-moi, je d'abord votre prénom, Franck, sur le lithium. J'ai eu l'impression de constater qu'il y a eu un ensemble des discours présidentiels qui utilisaient le lithium comme argument, qui est aussi une ingérence étrangère de plus en plus importante. On parlait de la Russie, mais aussi de la Chine, j'ai l'impression qu'il y a un cours plus élevé, qu'une volonté de développement qui est intérieure, qui veut pas s'ouvrir, mais aussi ce que je vais appeler l'inmaturité industrielle pour cette extraction. J'ai lu qu'il y a eu des contrats qui avaient pu être signés mais qui avaient été bloqués aussi. Et la question, c'est quelle perspective on peut attendre et pour faire le don justement avec cette élection dont on parle, parce que j'ai l'impression qu'en interne ça fonctionne pas, mais qu'on veut pas s'ouvrir non plus. Si vous pardonnez-nous d'expression. Clairement, on va vers un marché compliqué parce qu'il y a l'Argentine qui change la donne déjà. Mais le gâteau est trop gros et je pense qu'il va y avoir des investissements états-uniens en particulier, mais pas seulement. Une des grosses Exar qui est installée en Argentine, c'est un fonds d'investissement sino-américain, par exemple. Vous voyez. Donc, il va y avoir une ouverture des capitaux. L'Union européenne est bien positionnée aussi. Eramet vient d'ouvrir sa première usine d'extraction directe en Argentine. Voilà, donc il va y avoir pas mal d'investissements. Par ailleurs, le processus d'industrialisation nationale prévoyait des partenariats avec le privé, notamment pour le secteur de la production de piles ion lithium, etc. et l'ouverture du centre de formation. Donc, il n'y avait pas non plus d'ayatolisme sur la question de nationalisation à 100%, effectivement, le gaz. Mais la différence entre avoir une rente d'hydrocarbures à 18% et en récupérer 52%, elle était notable. C'est énorme. Mais c'était plutôt bien joué de la part d'Evo qui a mis en scène la nationalisation avec les chars et qui, ça a plutôt bien marché, mais sinon, il perdait les ingénieurs, par ailleurs. Si dans les modèles de capitalisme, dans la notion de capitalisme pour tous, il y a un modèle explicite mathématique pour faire développer l'économie et les entreprises ou les petits entrepreneurs. Parce que vous avez parlé de bourse pour élever les niveaux académiques, mais je ne connais aucune université qui propose dans les pensums, les matières, un capitalisme alternatif, particulièrement en France et en Angleterre. Et ici, il y a eu beaucoup de fils de paysans du MAS, des dirigeants qui sont venus étudier l'économie et ils sont devenus, au bout de 3 ans, plus capitalistes que les Chicago Boys. Voilà, pour moi, le secteur d'enseignement supérieur, il y a eu des choses, mais c'est un des grands échecs. Je vous dis, le taux
PIB sur l'éducation au sens large. Avant 2006, c'était entre 4 et 5%. Il y a eu un pic vers 8% à peu près en 2009-2010, quand il y avait aussi beaucoup d'aides d'autres opérations. Voilà, mais ça s'est arrêté assez vite et il n'y a jamais eu l'effort pour transformer les structures. Quand je dis l'accès à l'université des quartiers, moi, où je travaillais, vous devenez assistante vétérinaire ou dentaire dans des petites facs publiques, etc. Il y a eu par ailleurs pour les bourgeoisies ou petites bourgeoisies urbaines, il y a une prolifération de facs privées voilà, qui apprennent à faire du management, etc. Mais un truc très classique qu'on voit de la France un peu partout avec ce modèle voilà, d'entrepreneuriat pour tous, pour le coup. Et maintenant, ça se fait bien en dehors. Il y a plus, enfin, c'est des scènes assez rocambolesques de voir quand même tout le monde qui se forme grâce à la téléphonie, etc., formé à faire du commerce avec la Chine, formé à faire son business, etc. Et c'est extrêmement présent. C'est assez stupéfiant de voir en 2-3 ans comment ça a pris à ce niveau-là. Oui, merci. J'avais une question à propos du vote des jeunes que vous avez rapidement mentionné. Il y a tout un argument qui dit un peu que dans les pays comme en Bolivie ou en Venezuela, il y a les jeunes qui ont un peu grandi déjà avec la transformation politique et du coup ont des demandes plutôt vers la droite et notamment la climatique qui devient bien plus importante. Qu'est-ce que vous pensez à propos de le rôle qui est un peu cette nouvelle génération qui a que vu le gouvernement de Evo Morales? J'ai essayé de croiser personnellement, j'ai essayé de croiser des données pour essayer de voir le vote par classe d'âge. Je suis pas arrivé, y compris, ou alors il a fallu que j'aille dans le détail de bureau de vote, fonction de la structure démographique, etc. Pas possible. Contre, ce que ça dit en creux, c'est pour moi le vrai échec politique du MAS, c'est d'avoir totalement délaissé du MAS et de Morales au sens large et cette gauche, et en faisant écho à ce que l'autocritique de Garcia Linera, c'est d'avoir totalement délaissé le projet politique en termes d'éducation populaire. C'est-à-dire que les transformations, ça c'est un autre élément dont on n'a pas parlé, mais il y a eu des classes diplômées qui sont arrivées beaucoup dans les gouvernements, dans les cabinets, etc., qui ont peu à peu remplacé les anciens syndicalistes ou les anciennes personnalités des mouvements sociaux qui étaient très présents, qui accompagnaient le processus, qui ont construit la constituante, etc. Donc des changements qu'on a connus par ailleurs à d'autres niveaux et d'autres degrés en Europe ou dans d'autres pays. Voilà. Mais du coup, cette spécificité du parti au pouvoir qui est arrivé, qui était un gouvernement des mouvements sociaux, il faut le rappeler, qui était branché sur les organisations sociales. Je me rappelle les référendums sur la nationalisation du gaz, justement en 2004, aller à des réunions et il y avait des mobilisations fantastiques. C'était vraiment des processus collectifs d'apprentissage et c'était extraordinaire à voir en termes d'appropriation par une population de questions techniques un peu complexes, comme celle du gaz. Qu'est-ce qu'on en fait? Et tout le monde participait. Enfin, voilà, dans ces réunions, c'était des grandes réunions. Ça avait un succès incroyable. Voilà, on serait au défi de reproduire des processus de participation comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ont donné nos derniers cahiers doléances où ils ont fini. Voilà. Alors, pour le coup, l'abandon pour des raisons classiques les lois des reins de l'oligarchie, hein, les trucs sociaux, un parti qui se met dans l'État et qui est sclérosé par l'État dans l'État et qui sclérose l'État par l'occasion, c'est l'abandon de toutes ces formes d'action politique. Et il y avait une tension depuis le début que j'essaie d'écrire dans le livre sur cette tension qui était initiale, qui était le moteur entre un processus de mouvements sociaux, de protestation, de volonté de justice sociale, environnementale, etc., et un processus nécessaire de construction de l'État et qui a clashé à plusieurs moments. C'était très conflictuel. Mais à la fin, effectivement, ça a produit l'abandon d'une volonté de transformation politique du pays. Le résultat, c'est qu'effectivement, les classes populaires les plus jeunes sont plus animées par l'auto-entrepreneuriat que par le processo des cambios. Mais là-dessus, Tisoise, très, très rapidement. Sur les différences, l'a dit, elles sont clairement géographiques, elles sont clairement de classe, elles sont bien moins générationnelles. Et pour avoir travaillé aussi avec les étudiants à l'université, ils veulent des services et ce qu'ils appellent une écologie réaliste, c'est-à-dire loin, pas que des symboles. Et voilà, il y a cette attente et cette demande. Ok, pour terminer, un pronostic pour le 19 octobre? On n'aura pas le même, mais moi je pense que le sondage annoncé au début est complètement... C'est pas ma boîte, hein, c'est pas Oh les faits. oui, j'entends bien, mais si je calcule dans ce tiers-là, moi je pense que le report des voix se fera. Évidemment, on n'est jamais à l'abri de choses qui peuvent se produire dans les derniers jours ou d'un cas de corruption. Mais ouais, pas là. Ouais. Moi, là-dessus, honnêtement, je préférais pas ne pas opiner. C'est trop rare, c'est trop rare. Je l'avais fait en 2019, je me rappelle dans cette maison même, par ailleurs. Mais comment dire, je pense que il y a une sous-estimation évidemment de tous les votes populaires et ruraux, comme d'habitude.
voilà. Mais que l'élan est un peu cassé et que là, le repli sur une droite autoritaire classique qui offre, on sait où on va, et avec un vote stratégique en face qui peut aller jusqu'au non-vote, va sans doute produire une petite surprise, même si il n'y a aucune passion pour tout qui regarde dans le pays, alors que l'autre a suscité quand même de la curiosité. Bon, donc on a bien compris que c'était le seul point sur lequel fondamentalement vous n'étiez pas d'accord, sinon c'était plutôt harmonieux. On vous remercie beaucoup pour votre participation.